220 000. Mais ça représente quel pourcentage de la flotte de véhicules poids lourds français, on va dire? Je pense que c'est de l'ordre de 10%. Ah, quand même, 10%. Ouais. C'est pas négligeable. Et puis pour M. Kinégon, votre slide, page 8, là, on voit un diagramme qui montre comment se positionnent les moteurs thermiques, les hybrides et les véhicules électriques en matière de respect de la future norme applicable en 2022. Là. Il me semble qu'un orateur a dit hier qu'il ne sortirait plus du tout de véhicules à moteur purement thermique à partir de cet horizon-là. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est très probable. Il faudrait poser la question aux constructeurs, mais je suis complètement aligné avec cette analyse-là. La slide montrait simplement que si on restait qu'avec des moteurs thermiques purs, la problématique serait insoluble. Donc, du coup, il faut de facto passer sur l'hybridation et donc jouer ce mixte-là. Alors, de toute façon, il n'y a plus de moteur pur thermique, hein. Même un moteur thermique aujourd'hui, entre guillemets, qui a la pastille moteur thermique, c'est un moteur qui est quand même électrifié. Hein. Il y a de plus en plus de fonctions électrifiées dedans. Mais il est évident qu'on ne pourra pas rester là-dessus. Il faudra aller également sur les solutions plug-in hybrides, mild hybrides, etc. La slide montrait simplement que si on voulait rester sur le moteur thermique, on est face à une impossibilité. Donc il faut basculer, et ça, je pense que tout le monde a. Vous ne travaillez pas pour les moteurs des gros bateaux? Parce qu'eux, ils polluent sacrément. Ouais, les moteurs des gros bateaux, c'est la question. Vous avez tout à fait raison. Je sais qu'il y a beaucoup de travaux aujourd'hui pour améliorer les choses. Mon collègue pourrait parler qu'au niveau du gaz aussi, c'est un carburant qui est de plus en plus envisagé, voire utilisé. Oui, alors c'est de plus en plus envisagé et utilisé. C'est le gaz sous sa forme liquide, puisqu'il y a des quantités importantes d'énergie embarquée. Et par exemple, tous les paquebots de croisière qui sortent aujourd'hui de Saint-Nazaire sont avec des moteurs au gaz naturel liquéfié. Et puis avec les normes CK, où effectivement dans les zones proches côtières, il faut limiter les émissions, il y a vraiment beaucoup de travaux là-dessus. Après, il y a une question, on ne peut pas nous adresser tous les champs, hein, mais vous avez tout à fait raison. Je ne vous ai pas parlé d'ailleurs, on est aussi sur des technologies un peu aéronautiques. Mais voilà, il y a un moment aussi où on doit se focaliser, sinon on ne peut pas se disperser complètement. Est-ce qu'on a le temps de... Au micro. Je vous réponds après, parce que madame, je avais une question. Mais je vous réponds, il n'y a pas de problème. J'aurais une demande de précision sur les deux exposés, finalement. Quand vous parlez biogaz, vous parlez biométhane, je suppose. Oui. Enfin, il y a trois formes aujourd'hui qui sont identifiées pour la production de méthane renouvelable. Il y a la méthanisation, donc c'est la méthanisation des déchets fermentescibles. Donc c'est ce que j'ai évoqué principalement. Et il y a deux pistes qui est la pyrogazéification et puis ce qu'on appelle le power to gas. Alors je ne sais pas trop comment le dire en français. C'est en fait lorsqu'on veut stocker de l'énergie électrique renouvelable, on fait l'électrolyse de l'eau avec cette électricité, on récupère de l'hydrogène et on le transforme ensuite en méthane avec du CO2. Et donc là on obtient du méthane qui est renouvelable puisqu'il est produit à partir d'électricité renouvelable qui a produit elle-même de l'hydrogène dit renouvelable qui a servi à fabriquer du méthane dit renouvelable. Voilà. D'accord. Sur le procédé de fermentation, il y a beaucoup de CO2 qui est émis en même temps que le méthane. Est-ce que vous avez des projets de valorisation du CO2 ou vous le relâchez à l'air tranquillement? Ouf, oui, j'en ai. En fait, vous savez que alors toujours dans le transport routier de marchandises, il y a la problématique des groupes frigos des camions, qui eux ne sont pas soumis aux normes Euro, donc sont extrêmement polluants, puisqu'ils sont des moteurs diesel en fait qui servent à produire le froid des groupes frigos des camions. Et donc il y a deux solutions aujourd'hui qui sont mises en œuvre pour changer cela. Enfin, il y a même trois solutions. Il y a des groupes frigos qui fonctionnent au gaz naturel, comprimé maintenant. Il y a des groupes frigos qui fonctionnent avec une circulation d'azote liquide, donc qui est produit industriellement, donc qui est un peu un produit fatal. Et puis il y a des groupes frigos qui fonctionnent au CO2 liquide. Voilà. Et c'est une utilisation, c'est une voie de valorisation en fait du CO2 qui est extrêmement intéressante parce qu'il faudra de toute façon toujours transporter des produits frais dans des camions frigos. D'accord.
Merci. Je me permets de répondre à ton taux de renouvellement, c'est ça? Taux de renouvellement du parc? J'ai une question qui est peut-être un peu hors sujet, mais je lisais dans un papier de Philippe Charlès qu'un axe d'amélioration serait l'étude des boîtes de vitesse intelligentes. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je n'ai pas la prétention de traduire. Ce qui est évident, c'est dans les approches hybrides, la façon dont vous allez avoir à mettre l'énergie au niveau des roues, donc tout ce qu'on appelle la transmission, elle est fondamentale parce que tous les flux d'énergie vont passer là-dedans. Et donc, pour une vitesse donnée, il y a plein de façons, il y a plusieurs façons de faire. Donc, si cette personne, pour lui, ce que fait par exemple Toyota avec une transmission type power shift, avec une recirculation d'énergie, alors c'est assez complexe, avec un frein épice pédale, c'est une façon intelligente de gérer effectivement finalement le rapport de boîte du véhicule. Oui, les gens travaillent énormément dessus. Et de toute façon, on ne peut pas faire autrement parce que une façon d'adresser effectivement la problématique, c'est d'avoir un nombre de rapports finalement le plus élevé possible, jusqu'à aller à la boîte à transmission continue, les CVT qu'on appelle, et qui pose plein d'avantages, mais aussi des inconvénients. Mais du coup, toute cette gestion intelligente de système de transmission avec le multi-rapport et une façon intelligente, effectivement, tous ceux qui travaillent dans le véhicule hybride portent beaucoup d'attention là-dessus, comment on optimise finalement le nombre de rapports, comment on les pilote affectueusement pour avoir des passages de puissance sans rupture de couple, etc. Donc il y a tout effectivement une intelligence en termes d'automatisme, mais également de conception finalement homogène entre finalement l'architecture des hybrides qui doit être conduite, et là c'est un gros champ d'activité aujourd'hui, très clairement. Est-ce que ça veut dire que dans les PHEV futurs, on aura plus de vitesse, on aura plus de peut-être? Alors, ce qui veut dire que dans le PHEV, vous aurez, pour vous, utilisateurs, ça sera complètement neutre, ce sera comme un véhicule, entre guillemets, automatique, et donc la gestion du rapport, dans la mesure où elle est discrète, sera gérée par le groupe autopropulseur lui-même. Une façon optimale en fonction d'un champ de contrainte, donc ce sont des optimisations sous contrainte, donc c'est assez complexe, mais bien évidemment, le conducteur sera finalement complètement neutre dans cette... il fournira une demande, une requête en termes de vitesse ou d'accélération, et le système se débrouille tout seul pour répondre à ça. Mais aujourd'hui, c'est quand même le cas. Je veux dire, sur un véhicule automatique, même si c'est des boîtes discrètes à 7 ou 8 rapports, c'est assez neutre aujourd'hui en termes d'utilisation. Et bien évidemment, ça se vers sa pompe. Oui, je vais apporter un complément d'information qui ne répond pas forcément à votre question, mais dans le domaine du transport routier de marchandises, aujourd'hui, les constructeurs proposent, et c'est acheté par les transporteurs, des systèmes de gestion de la boîte de vitesse qui est complètement indépendant du conducteur, qui est géré par satellite, qui en fait prévoit la topologie de la route et passe les vitesses elles-mêmes. Ouais. Voilà. Ça viendra peut-être sur le véhicule léger un jour. Ah oui, c'est opérationnel, bien sûr. C'est utilisé. Alors j'ai une question pour M. Durand. Vous n'avez pas beaucoup parlé à propos du GNV de bilan en CO2. J'ai l'impression que le bilan en CO2, pour les poids lourds en particulier, n'est quand même pas extraordinairement positif lorsqu'on utilise du GNV. Et par conséquent, les économies, les réductions des émissions que vous envisagez, je crois plus de 4 millions de tonnes, sont très subordonnées au passage au bio-GNV que vous voyez atteint à hauteur de 40%. Alors donc ça serait bien que vous précisiez un petit peu ces ordres de grandeur. Et deuxièmement, vous présentez comme une victoire le fait que le GNV ait une taxe carbone à 5,8 € par mégawattheure, plafonnée. Mais cette taxe, elle a été instituée pour passer aux solutions décarbonées. Donc comment est-ce qu'on peut passer au bio-GNV en exonérant de taxes le GNV? Voilà, bon, je vais... Oh, il est pas loin de 11h, faut que je parte. Alors d'abord, sur les émissions de CO2, aujourd'hui, en France, on parle, et en Europe d'ailleurs, on parle beaucoup des émissions à l'échappement. Voilà. Ce qui est une partie de la réalité. Il faudrait considérer les émissions, ça a été évoqué tout à l'heure par Richard, il faudrait évoquer les émissions du puits à la roue.
voire du berceau à la tombe, comme disent certains. Quand on regarde sous cet angle-là, par rapport, donc l'électricité n'est pas zéro émission, puisqu'il y a toutes les émissions qui sont produites. Les véhicules qui roulent en Allemagne produisent quand même beaucoup de grammes de CO2 par kilomètre. Voilà. Et quand on regarde sous cet angle-là l'analyse, donc du berceau à la tombe, c'est-à-dire de la production d'énergie, en passant par le transport de l'énergie jusqu'à l'utilisation dans les véhicules. Il y a une étude qui a été faite par notre association européenne, via un cabinet indépendant, bref, après c'est toujours sujet à caution. La réduction des émissions de CO2 par rapport à la solution diesel, avec le gaz naturel, est de l'ordre de 15% pour le gaz fossile. Quand on passe au biométhane, la réduction par rapport au diesel est de l'ordre de 80%. Après, tout dépend du type de méthanisation, si c'est agricole, si c'est des bouts de station d'épuration, etc. Voilà. Mais il y a ce gain-là, aujourd'hui, et on a même un constructeur de camions, c'est Volvo Trucks, qui a développé en fait un moteur extrêmement innovant qui fonctionne avec 5% de gasoil et 95% de gaz naturel, qui a un rendement identique au moteur diesel et qui annonce, par rapport au moteur diesel pur, 20% d'émissions de CO2 en moins. Voilà. Mais tout dépend de quoi on parle. Alors il est clair effectivement que, parce que ça c'est un discours qu'on a eu avec les pouvoirs publics, notamment avec le cabinet d'Élysée, c'est eux qui nous ont demandé de préparer ce plan. Alors déjà ils nous ont dit, il nous faut un plan massif. J'ai dit, c'est quoi massif pour vous? Tous les camions en 5 ans, sur le quinquennat. Bon, on a dit ça, c'est pas possible. Et puis ensuite, il y a eu, ils nous ont posé la question, est-ce que le gaz ne va pas être le Minitel du transport? C'est-à-dire, est-ce que si on se lance dans le déploiement du gaz naturel, il n'y aura pas une solution qui va supplanter le gaz naturel? Je crois qu'aujourd'hui, il est grand temps de réduire les émissions de CO2 rapidement. Aujourd'hui, on a une solution qui est disponible avec le gaz et le biogaz qui est en train de se développer. Déjà, avec le gaz, on gagne au moins 15% de CO2. Et plus on va mettre de biogaz dans le gaz, plus on va gagner de CO2. Ce n'est pas la solution, en fait, unique. Renault Trucks, Volvo Trucks, Mercedes vont commercialiser début 2019 des camions porteurs, donc des petits tonnages, 12 et 26 tonnes au gaz naturel, avec des autonomies de 200 km. Il y a des usages pour lesquels ça va être adapté. Ce que je veux expliquer par là, c'est que tout doit se faire de manière progressive. Il ne faut pas attendre d'avoir le dernier modèle, le dernier truc qui va être parfait, avant de démarrer l'action. Donc nous, ce qu'on propose, en fait, avec le modèle de déploiement des stations tel qu'on l'a prévu, on ne va pas inonder la France de stations, on va mettre des stations là où il y en a besoin pour le moment. Quand Carrefour a aujourd'hui une flotte de 1000 camions qui roulent au biogaz, 100% biogaz, c'est déjà une petite victoire. Oui, question aussi, plusieurs questions mais courtes et qui appelleront des réponses courtes à M. Durand. Là, c'est en tant qu'ancien utilisateur d'un véhicule GPL que je m'adresse à vous. Parce que, est-ce que les véhicules GNV, c'est comme les GPL où on avait en fait une carburation mixte, essence plus GPL? Et obligatoire, parce que je pense pour des raisons de sécurité au démarrage. Ou est-ce que les véhicules gaz sont purement gaz? Deuxième question, on parle de la contrainte de la distribution du carburant, mais on oublie une autre contrainte que j'ai connue bien avec le GPL, c'est que pour faire une intervention de maintenance sur le circuit gaz, il faut impérativement aller dans un garage qui a un technicien agréé. Je pense que ça va être pareil que j'ai, enfin avec le gaz naturel. Et puis, dernière remarque, mais qui est non négligeable, j'ai fait un jour Paris-Amsterdam avec un véhicule GPL, en sachant que le raccordement à la pompe en France, en Belgique et aux Pays-Bas est différent. Donc, j'ai acheté un adaptateur pour pouvoir faire le plein en Belgique. Et heureusement, en Belgique, Pays-Bas, ils mettent à disposition des adaptateurs au niveau des pompes. Alors, est-ce que pour le gaz, on part sur une base normalisée de raccordement? Et ça, c'est d'autant plus compliqué que vous aurez deux types de gaz, liquide ou compressé. Alors, si je faisais une réponse extrêmement rapide, je dirais que le gaz naturel ne va pas s'adresser avant très très longtemps
voire peut-être jamais aux véhicules particuliers, donc vous n'aurez jamais ce problème-là avec un véhicule gaz, puisqu'en tant que particulier, on ne va pas chercher à vous vendre un véhicule au gaz naturel ni au biométhane. Voilà. Sur la première question, sur les véhicules lourds jusqu'à 3,5 tonnes, ce sont des moteurs 100% gaz naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle en fait de bicarburation. Sur les véhicules utilitaires légers et sur les véhicules légers qui existent, il y a un réservoir d'essence qui est un réservoir de secours. Par exemple, la Seat Arona qui sort a 9 litres d'essence et tout le reste en gaz. Voilà. Après, sur la question des connecteurs, clairement, c'est un vrai sujet, mais lorsque vous êtes transporteur et que vous traversez l'Europe, c'est un problème que vous avez réglé puisque vous avez déjà toutes vos stations qui sont déjà préétablies sur des circuits en fait complètement prédictifs pour les professionnels, donc ce sujet ne se pose pas. Sur le sujet des particuliers, c'est un vrai sujet, effectivement. Et alors sur la maintenance, c'est pour ça qu'en France, il y a très peu de constructeurs qui ont développé des véhicules où, par exemple, le groupe Volkswagen a des modèles GLP dans toute la gamme de ses marques. Skoda, Audi, vous avez l'Audi A2, A3, A4, A5, A6 au gaz qui existe par exemple, mais ce n'est pas vendu en France parce qu'un constructeur qui veut commercialiser un véhicule, il faut qu'il puisse en assurer la maintenance partout sur le territoire. Donc c'est ça qui coûte très cher. SEAT va le faire auprès, je l'ai dit tout à l'heure, de professionnels, et donc ce seront des concessions qui seront ciblées autour de ces professionnels qui achèteront des flottes captives au gaz, qui permettront de régler le sujet. Voilà. Mais c'est pour ça que sur le marché des particuliers, c'est pas du tout